En déposant Attal, le roi des Goths élimine les obstacles réels qui peuvent empêcher la conclusion de la paix. La circulation entre Ravenne et Rome redevient libre. La princesse Galla Placidia, qui s'ennuie beaucoup à Ravenne, part avec sa suite à Rome afin d'assurer la présence de la famille impériale dans la ville éternelle. Alaric s'avance jusqu'à 3000 de Ravenne. Pour pousser aux actions des ministres impériaux, toujours insolents et insouciants de la destinée de Rome et de sa population. Attila monte sur le mur et voit le camp éloigné des barbares. Il entend « Je vous salue, prince des Huns », et voit un géant entouré par quelques soldats germaniques. Le prince reconnaît Sarus, un des chefs des Goths et un rival d'Alaric. Puni autrefois par Stylicone pour avoir brutalisé de nobles Romains. Attila hoche gravement la tête en guise de salutation. Sarus, vantard, raconte avec une satisfaction visible sans qu'Attila pose une seule question. Hier, j'ai été reçu dans le palais par l'empereur qui a voulu savoir pourquoi je suis animé par une haine si violente contre Alaric et sa famille des Balti. Et pourquoi ? C'est une hostilité héréditaire. Sarus commence à raconter l'histoire des relations compliquées des nobles familles gothesses, mais Attila ne l'écoute pas car son attention est attirée par un détachement de Goths qui s'approche de la ville. Sarus aussi arrête son récit et tout à coup descend en courant du mur et rassemble ses guerriers derrière une porte de la ville. Ensuite il donne l'ordre d'ouvrir la porte et sort à la tête de 300 guerriers, traverse le canal et disperse le détachement des soldats d'Alaric pourtant plus nombreux. Quand il rentre dans la ville en triomphe, il est applaudi comme un héros par les habitants et les soldats. Honorius, venu observer cette escarmouche victorieuse sous les murs de sa capitale, le félicite joyeusement lui-même. Attila remarque Ataulf qui vient à la tête de ses cavaliers sur l'autre côté du canal et crie des injures en goth à l'adresse de Sarus et de ses guerriers. Sarus obtient la permission d'insulter son adversaire par un héros, qui annonce « Les crimes d'Alaric le rendent irrévocablement indigne de l'alliance et de l'amitié de l'empereur Honorius ». Outragé par cet incident, Alaric annonce son désir de vengeance et son armée se dirige pour la 3e fois vers Rome. Les habitants des villes sur la voie flaminienne voient avec horreur les soldats barbares contents de l'espoir du pillage. En effet, l'armée d'Alaric ressemble à une gigantesque procession joyeuse. Sous les murs de Rome, les soldats reçoivent les dernières instructions d'Alaric. Dans quelques jours, Rome tombera. Ce peuple opulent et efféminé est incapable de résister longtemps. Vous pouvez vous emparer sans scrupule de l'or, de l'argent et des autres biens qui seront le prix de vos efforts. Mais je vous demande de retenir votre juste vengeance et d'épargner la vie des citoyens désarmés. Je vous appelle à respecter les églises des saints apôtres, de Saint-Pierre et de Saint-Paul, comme des asiles et des sanctuaires inviolables. N'imitez pas ces ignobles Romains qui se sont acharnés contre vos familles. Vous vous vengerez, mes nobles soldats, en supprimant sans aucune pitié toute résistance armée. En effet, quelques jours après, le 24 août 410, la conspiration des esclaves porte un coup fatal à Rome. À minuit, ils ouvrent sans bruit la porte salarienne, et les habitants se réveillent au bruit des trompettes victorieuses des barbares. La ville éternelle, qui avait soumis tant de peuples, est livrée aux Germains et aux Huns. Les cavaliers d'Ataulf occupent rapidement tous les points stratégiques de la ville. Les soldats mettent le feu à certaines maisons pour éclairer leur avance. Malgré les consignes d'humanité données par Alaric, nombre de Romains sont massacrés, certaines rues se remplissent de cadavres et de blessés. Lorsque les barbares éprouvent la moindre résistance, le châtiment s'étend jusque sur les innocents désarmés ayant le malheur de se trouver à proximité. Les anciens esclaves d'origine barbare.
Devenus les soldats d'Alaric exercent leur vengeance personnelle sur les familles les plus coupables ou cruelles envers eux. Dans ces moments de satisfaction des passions enflammées, beaucoup de matrones et de filles romaines sont violées. La population se réfugie dans l'enceinte du Vatican et les églises des apôtres qui ne peuvent contenir qu'une faible minorité. Certains fuient par la mer. En embarquant sur de petits vaisseaux, quelques sénateurs et nobles voient, en naviguant, les flammes qui consument leurs magnifiques palais. Dans le pillage de Rome, l'or et les diamants ont une plus grande valeur que tous les autres objets, mais on en vient bientôt à dépouiller les palais de leurs magnifiques ameublements. L'argenterie et les robes de pourpre et de soie sont jetées en tas dans les chariots, beaucoup de chefs d'œuvre d'art sont détruits. On fond ainsi des statues pour en retirer le métal. Parfois dans le partage du butin, des vases magnifiques sont mis en morceaux d'un coup de hache ou d'épée. Les barbares emploient les menaces et les tortures pour forcer les habitants à découvrir leurs trésors. Les Romains distingués par leur rang sont parfois renversés à terre et battus et fouettés. Certains malheureux expirent sous les coups de fouet n'ayant à déclarer aucun trésor ou s'obstinant à le cacher. Attilius n'oubliera jamais cette terrible nuit du 24 août. Il est réveillé à minuit par des cris de panique et voit les lueurs des flammes en direction de la porte salarienne. Entend les sons de trompettes et les cris lointains d'attaque gothéens. Attilius s'habille rapidement et court vers la chambre de Galla Placidia. Dans la salle à côté, il voit quelques courtisans et domestiques rassemblés. Lucia sort de la chambre de la princesse et annonce la voix tremblante d'émotion, « Dispersez-vous dans la ville. » Sauf qui peut. Attilius, je te demande de rester avec nous. La salle se vide instantanément. Une belle fille sort de la chambre et Attilius reconnaît avec stupéfaction Galla Placidia déguisée en domestique. À cet instant, un détachement de cavaliers entre à toute allure dans la cour du palais. Le martèlement des sabots des chevaux fait battre le cœur d'Attilius. Sans dire un mot, il suit Placidia et Lucia qui sortent par un passage secret souterrain du palais investi par les Huns. La foule court vers les églises, les gens crient « Quel malheur ! Grand Dieu, sauve-nous de la fureur des barbares. La résistance est inutile. Soldats, jetez vos armes pour ne pas enrager les Goths. Les Goths sont chrétiens. Ils doivent respecter les églises. Mais ils sont ariens et n'aiment pas les catholiques. Ce sont les Huns qui sont les plus dangereux. Essayons de fuir de la ville. » Placidia et ses fidèles Lucia et Attilius se dirigent prudemment vers la muraille. En route, ils évitent à quelques reprises les cavaliers, qui se dirigent vers tous les points stratégiques. En se cachant dans les rues transversales ou derrière les monuments et les colonnes. Mais bientôt le groupe est obligé de fuir les fantassins. Entrés par les portes ouvertes par les cavaliers ou par les Romains en fuite et qui ont commencé le pillage en règle de la ville, une maison après l'autre. Placidia accepte de se réfugier dans la maison d'une amie de Lucia qui est investie bientôt par les soldats goths. Ils fouillent la maison, confisquent tout l'or et les objets précieux. Les signes involontaires de respect de l'assistance pour une belle jeune fille, vêtue très modestement, n'échappent pas à leur attention. L'officier goth demande « Qui êtes-vous ? » Nous sommes des provinciaux venus visiter Rome et surpris par le siège. Dites la vérité, sinon vous serez fouettés et violés. Les soldats jettent la princesse par terre. Terrifié, Attilius s'écrie « Ne la touchez pas. C'est la princesse Galla Placidia. » L'officier aide Placidia à se lever. C'est incroyable, même si ce déguisement ne peut pas cacher votre haute naissance. Excusez-nous de vous brutaliser car je ne pensais pas que vous étiez un oiseau si important. Il s'adresse aux soldats, nous vous accompagnerons au roi Alaric. Pas besoin de continuer le pillage. Nous serons bien récompensés.
Alaric est entouré par quelques officiers et les gardes du corps vêtus de peau malgré la chaleur. Ils jettent sur Galla Placidia et ses fidèles des regards hostiles. Pourtant le roi des Goths reçoit la princesse romaine bouleversée avec une grande gentillesse. Votre Excellence, nous créerons toutes les conditions pour que votre séjour chez nous soit le plus agréable possible. Je vous demande de me libérer. Votre libération dépendra du comportement d'Honorius, votre frère. J'espère qu'il signera rapidement le traité de paix. Dans ce cas, je serai heureux de vous libérer immédiatement. Je vous propose de profiter de votre séjour pour nous comprendre. Cette incompréhension entre nous et les Romains m'agace. Vous verrez que je ne suis pas ennemi du peuple romain. Attilius jette involontairement un regard sur Rome éclairé par l'aurore matinale de couleur rougeâtre. Il voit les fumées des incendies montant vers le ciel et sortant des portes les chariots remplis du butin. Alaric continue, j'ai tout fait pour éviter cette journée. Croyez-moi, princesse, mon cœur est aussi triste. Ce sont votre frère et ses conseillers qui sont responsables des malheurs de Rome. Mais autour de lui règne la joie des vainqueurs qui contraste de façon frappante avec la voix triste du roi des Goths. Alaric ordonne à un officier. Installez la princesse avec sa confidente jusqu'à notre départ dans une villa impériale non loin d'ici. Gardez-la bien avec tous les égards et les respects. Il se tourne vers Attilius. Quelle était ta fonction auprès de la princesse? Je suis poète, écrivain et un des courtisans. Alaric fronce les sourcils et réfléchit. Les bardes germaniques et huns composeront certainement des poèmes et des épopées à la gloire de nos soldats victorieux car évidemment la prise de Rome ne cède en rien par son importance à la prise de Troie. Mais nous venons de prendre Rome pratiquement sans effusion de sang et je n'ai pas l'intention de la détruire. Tu resteras auprès de moi. Essaye de nous comprendre. Tu seras libéré le jour où tu composeras un poème sincère et amical sur nous car, en fait, nous ne voudrions être qu'une force armée de l'Empire et les défenseurs de la civilisation romaine. Malheureusement maintenant je ne crois pas beaucoup à la possibilité d'une telle collaboration. Un serviteur vient et annonce à l'empereur, « Excellence, Rome est perdue. Comment cela se peut-il » s'écrie Honorius affolé. Il n'y a qu'un moment je lui donnais à manger de ma main. Le serviteur explique, votre clémence, c'est la ville éternelle qui est prise par les barbares. L'empereur se calme. Ah, oui, j'ai eu peur qu'il ne s'agisse de mon coq qui est un grand ami. Vrai et fidèle. Tant pis pour les habitants de Rome, incapables de résister aux barbares moins nombreux qu'eux. J'ai tout tenté pour leur redonner le courage de leurs ancêtres.